Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un petit réac. À la base, je voulais pas faire un réac, je voulais faire une vidéo explicative d'un phénomène, mais je sais pas, j'arrivais pas à bien le présenter ou quoi, donc ça viendra prochainement. Et donc en attendant, on fait un petit réac par rapport à la marche contre l'inaction climatique et la vie chère. C'est une démarche que je trouve intéressante, la grève, parce que historiquement, elle a un intérêt qui est primaire, à savoir le dialogue social avec les élites, et qu'aujourd'hui, elle a perdu un peu de elle a perdu de son efficacité en fait. On va voir comment ça se passe par rapport à cette grève-là. Je sais qu'elle a été tournée en dérision parce que y a une bataille des chiffres. Sûrement que une partie de Mélenchon, ils veulent montrer qu'ils étaient beaucoup plus que ce qu'ils n'étaient réellement, et en même temps les autres veulent les tourner en dérision. Dans tous les cas, j'ai du mal à comprendre cette raillerie, parce que on parle vraiment du climat, on parle d'un combat qui est censé regrouper énormément de gens, et les gens s'en foutent complètement en fait. Mais bon, on va voir ça, allez c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à la marche contre la vie chère appelée par Jean-Luc Mélenchon. Entre la grève vigoureuse des raffineries qui s'étend à d'autres secteurs et une Assemblée nationale toujours plus hostile au gouvernement, les planètes semblent s'aligner pour... Il faudrait qu'on traite aussi le problème des raffineries, c'est intéressant. Pour l'opposition de gauche, à condition que celle-ci arrive à faire front commun. Alors la démonstration de force est-elle réussie? C'est ce que nous sommes allés voir. Quand cet été, Jean-Luc Mélenchon a appelé à une grande marche contre la vie chère et l'inaction climatique, il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait lieu dans un contexte d'inflation généralisée, de pénurie de carburant et d'embrasement social. Il ne s'attendait certainement pas non plus à avoir au bras une prix Nobel de littérature. Un alignement des planètes contre le gouvernement? En tout cas, ce dimanche, la gauche était dans la rue, dans toute sa diversité. C'est la seule personne politique qui un jour a eu les couilles de me téléphoner et de demander à discuter avec des gilets jaunes. Alors toutes les polémiques, les petites phrases machin, au moins elle aura eu les couilles de le faire, parce que je vais vous dire, elle avait peur. Là il y a besoin vraiment de mettre un coup d'arrêt à la politique qui est menée. On vient de passer le pouvoir d'achat, on a fait la loi chômage, là on va passer la retraite, on est en train de passer le PLF, c'est-à-dire le budget de l'État. Tout est libéral, tout casse notre système social. C'est même incroyable. Qu'est-ce qu'il a contre ce système social, Emmanuel Macron, quoi. Bon, le pauvre Emmanuel Macron. Bon, c'est intéressant ce qu'elle dit. Moi, je suis plutôt de cet avis-là aussi. Ma question, c'est plutôt par rapport à l'utilité de la grève en tant que telle. Pour moi, une grève, ça devrait être vraiment un arrêt complet des fonctions vitales d'un pays, parce que c'est le seul pouvoir qu'exerce le citoyen sur ses élites. C'est le fait de pouvoir dire, bon ben voilà, maintenant, vous n'aurez plus de travailleurs pour les raffineries, pour les trains, etc. Stopper complètement la vie, parce que le pays, il n'a pas le choix sans ça. S'il n'y a pas de dialogue qui s'installe, s'il n'y a pas de décisions qui sont prises en compromis ou en collaboration, dans le meilleur des cas, il faut mettre en place des moyens qui soient beaucoup plus imposants que simplement une démonstration. D'accord ? Moi, ce que j'ai peur, c'est que dans beaucoup de cas, les grèves servent d'auto-démonstration aux gens qui sont déjà convaincus, pour se dire, bon bah voilà, on est tous d'accord, etc. Non, il faut vraiment que ça soit quelque chose de handicapant pour la société, dans laquelle on ne peut pas vivre sans confronter les idées. C'est ce qu'on appelle la démocratie, en fait, tout simplement. Mais bon. Cette initiative de Jean-Luc Mélenchon a été une initiative de la NUP et je m'en félicite, mais là elle nous dépasse largement et c'est déjà un signe du succès qu'elle nous dépasse, parce qu'il y a 25 associations, parce qu'il y a des syndicalistes qui appellent, et je crois que c'est déjà... Ils sont absents les syndicats aujourd'hui. Il y a plein de syndicalistes dans la marche, il y a un raffineur qui va prendre la parole, et tout ça c'est une étape de franchie aussi pour la grande grève de mardi. Au-dessus du cortège des parlementaires plane la menace imminente d'un 49-3 brandi par l'exécutif. 49-3, c'est une possibilité? 49-3 serait la pire des réponses. C'est caricatural. Alors on a un mouvement qui à sa façon dit plus de partage, plus de démocratie. Et si elle nous répond ce soir
d'un gigantesque bras d'honneur, pardon de l'expression, en disant j'utilise ce qu'il y a de plus autoritaire dans la Constitution pour écraser le Parlement, ça va pas. Mais la photo de famille est-elle complète? Presque. Manquait seulement un certain Fabien Roussel, resté dans sa circonscription, loin des yeux, près du cœur, comme on dit. Il est dans nos cœurs, donc vous voyez, c'est pas un problème, parce que même si physiquement son corps n'est pas là, son esprit est parmi nous et c'est le principal. Aujourd'hui, vous êtes la doublure de Fabien Roussel? Aujourd'hui, je suis un des représentants du Parti communiste parmi d'autres et j'en suis très heureux. Écoutez, ce qui va être fou avec cette émission, c'est que je suis pas spécialement de gauche ni de droite. Il y a des idées que j'aime bien, il y a des idées que j'aime pas. Le climat, pour moi, c'est quelque chose qui est capital. Si on veut une société qui perdure à long terme et dans laquelle les gens, les citoyens sont heureux ou prennent du plaisir à vivre, le climat est nécessaire. C'est le point numéro 1 ou 2, si vous voulez. Donc sur le climat, on peut pas faire impasse, d'accord ? Il faut mettre en place des solutions. Beaucoup de gens sont pour le nucléaire, fermer Fessenheim, etc., alors que c'est contraire à la sécurité qui a été démontrée par les experts de ce milieu-là. Ce sont des démarches qui sont anti-climatiques, si vous voulez. Donc pour le moment, je vais être d'accord avec tout ce qui va être dit, en fait. C'est ça qui pose problème, presque. Et on va essayer de faire l'avocat du diable, quand même. Le fait que Fabien Roussel soit pas là, c'est le chef du Parti communiste, ça envoie pas un mauvais message? Fabien Roussel, il est mobilisé tous les jours pour l'augmentation des salaires. En ce moment, il est dans sa circonscription, qui est une circonscription difficile, où le Rassemblement national fait des scores importants. Et si tous les membres de la NUP se mobilisaient autant que lui pour faire reculer le Rassemblement national, je pense que le Rassemblement national serait plus bas. Alors pourquoi on a parlé du Rassemblement national, je sais pas. Alors combien y avait-il de manifestants? Les organisateurs avancent le chiffre de 140 000 personnes, les autorités et le cabinet occurrence, 30 à 40 000. Ouais. De ce que nous avons vu, ce n'était pas encore la foule des grands soirs, mais cette cette question des chiffres, je la trouve vraiment intéressante et problématique à la fois. C'est-à-dire que pourquoi vouloir toujours gonfler les chiffres? Pourquoi vouloir toujours propagander? Dites la vérité. Voilà, s'il y a eu... d'où viennent ces chiffres-là? Comment ils ont été calculés? Prenez pas parti sur le fait de dire c'est 140 000, 30 000, ça sert à rien. La manifestation est une étape. Vous savez, à chaque fois, les gens assument des propos qui ne sont pas certains de pouvoir assumer. Et ça décrédibilise ce genre d'événement. Alors que commencer par des chiffres qui... Vers la grève générale et la constitution d'un nouveau front populaire, c'est le chef lui-même qui le dit. Ce qui se dessine avec ces deux dates et la troisième qui est le 18 octobre, il y a appel à grève générale. Les gens, n'y manquez pas. Ne laissez pas votre devoir et votre place au combat à d'autres. Alors vous aurez la conjonction de la mobilisation populaire, de la mobilisation syndicale et de la crise institutionnelle. C'est pourquoi j'ai dit qu'il était carbonisé, et je le maintiens. Avec ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec tant d'organisations qui y appellent syndicales et politiques, nous sommes en train de dessiner la construction d'un nouveau front populaire. La grève générale, ça se décrète pas. Il y a à un moment donné une étincelle, on ne sait pas d'où ça part, donc on peut la souhaiter, parce qu'effectivement une grève générale, c'est ce qui permet vraiment de faire canner le gouvernement. Donc moi, pour l'instant, j'en appelle à ce que tout le monde réfléchisse bien à ce qui se joue dans la période et au fait que dans l'histoire, à chaque fois qu'on a réussi à améliorer nos conditions de vie, à faire en sorte que le progrès humain ne soit pas un vain mot, c'est quand il y a eu des grandes mobilisations. Moi, j'ai en tête 36, j'ai en tête 68 aussi. Vous savez qu'en 68, on se souvient beaucoup des étudiants, mais en fait, il y a eu... Ce qui est fou, c'est vraiment citer ce genre de date historique par rapport au dialogue social. C'est quand même fou de se dire que le dialogue social n'intervient que dans de grandes dates historiques. Ça ne devrait pas être le cas. On devrait pouvoir avoir des citoyens qui aient un pouvoir décisionnel. Bon, après le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, pallie entre guillemets à cette question-là, en partie, mais en fait, ça devrait pas être aussi compliqué d'échanger avec les élites. C'est pas quelque chose qui est normal, si vous voulez. On vit dans un monde de fous. Les élites sont là pour prendre de bonnes décisions. Quand les bonnes décisions sont contestées autant, il faut que le dialogue s'installe. Il faut avoir un dialogue. Et moi, je veux voir des représentants qui échangent, en fait.
Une grève et une mobilisation telle que les salaires, avec l'accord de Grenelle, ont augmenté le SMIC de plus de 30%. C'est énorme. La grève générale comme nouvel horizon de la contestation à gauche, une perspective qui n'est pas pour déplaire à Philippe Poutou. Nous, on pense que justement, la grève générale, c'est notre 49.3 à nous. Voilà, on a un moyen, nous, de bloquer, on a un moyen d'agir réellement et d'avoir des forces pour bousculer le gouvernement et le pouvoir. C'est la grève générale. En marge de la manifestation, des vitrines sont brisées, intervention des forces de l'ordre qui coupent le cortège en deux. Cela se conclut par quelques échauffourées place de la Bastille. Ça, c'est le malaise, hein, par contre. Clairement le malaise. Globalement, dimanche, la police n'a pas joué la surenchère. Il faut dire que Didier Lallemand a été remplacé à la préfecture de Paris. T'as vu, il y a même des antifas dans la police. Dans l'attente d'un 49.3 qui va entériner la... Il faut pas rigoler comme ça, c'est inutile. Bien sûr qu'il y a des antifascistes partout. Des policiers qui font très bien leur boulot, je veux dire, c'est par conviction d'ailleurs morale souvent, j'imagine. La loi chômage, la NUPES mise désormais sur le mouvement social et la rue pour remporter une bataille qu'elle ne peut gagner à l'Assemblée. Vous savez ce que je rêve? C'est tout simplement que les gens fassent la grève en arrêtant de travailler, ce qui est déjà un signe suffisamment énorme, et que la plupart de l'action de manifestants soit de communiquer en fait, soit de communiquer haut et fort, mais pas tellement ce genre de démonstrations qui pour moi sont pas fondamentales si vous voulez, c'est des démonstrations pour se montrer, ce que je comprends, mais pour moi la façon la plus crédible de se montrer, ça serait d'échanger sur les sujets qui concernent la grève. D'accord, entre des gens qui sont convaincus qu'il faut faire la grève, qu'il faut faire des manifestations pour changer ces choses-là, mais aussi avec d'autres représentants, avec les journalistes, c'est ça le cœur de la grève, selon moi évidemment. Quand il y a des démonstrations, que ça emmerde en fait, c'est trop pour moi. Ce qui compte, c'est vraiment de stopper net la production du pays, comme ça on n'a pas le choix que d'écouter et d'échanger avec ces gens-là. Le problème étant que il faut plus de dialogue et moins de démonstration. Ok, bon bah merci du coup à Blast pour la vidéo. Vous savez, je suis allé sur Twitter là récemment. Je me suis créé un compte Twitter pour la chaîne entre autres, voir un petit peu les avis politiques des différents sur Twitter. Bon, j'étais au courant un peu en avance de ce qui allait se passer sur Twitter. Et c'est une dinguerie en fait. Les gens sont des animaux, tout le monde s'insulte, tout le monde traite les autres de menteurs, etc. Il n'y a plus de respect en fait. C'est ça le fond du problème chez moi, c'est qu'il n'y a plus de respect. D'accord ? C'est pareil pour les grévistes. Quand ils font du bruit, ils font chier. Enfin, moi, ils me font chier personnellement. Parce que quand tu vis aux alentours, c'est chiant. T'es bloqué, etc. Pour moi, ce qui compte, c'est surtout de bloquer la vie productive, d'échanger, d'être intelligent, de proposer des choses, de voir quelles sont les limites des propositions que l'on a. C'est d'éviter au maximum les biais pour être le plus rationnel possible. Et en réalité, moi je pense que 70% des grévistes sont des gens qui... Enfin, c'est pas 70% des grévistes, c'est 70% de la France maintenant, sont des gens irrespectueux, qui forcent leurs avis sur les autres, ou qui voudraient le faire. Et c'est quelque chose que je déplore énormément. Et Twitter en est, si vous voulez, la concentration ultime de ces gens-là. Et je sais pas comment est-ce qu'on va faire pour revenir vers une forme de respect et de dialogue ouvert et bienveillant à l'égard des idées et non pas des personnes. Bon, de toute façon, on continuera de traiter ce sujet-là dans plein de vidéos, donc
Reposez-vous bien, puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.